Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce talk Intelligence artificielle, révolution ou évolution nécessaire pour gérer les compétences de nos talents. Alors je suis Muriel Navarre en charge de la gestion du développement et des talents chez PwC. Et ça fait en fait plusieurs années qu'on peut voir dans ce domaine une grande évolution en termes de modalités pédagogiques, avec toujours l'objectif finalement d'être plus accessible, plus efficace, plus ciblé sur le besoin de nos apprenants, et additionner à ça une évolution également et une meilleure appréhension des compétences, de comment finalement on apprend. Et maintenant, l'intelligence artificielle arrive dans tout ça et ouvre un monde des possibles complètement incroyable devant nous pour faire évoluer tout ça. Et donc, on va en parler. Je suis entourée, du coup, d'Antoine Simon Demez et de Léo Fichet de Yuzu, qui sont des start-upers dans ce domaine de gestion des compétences. Je vais les laisser se présenter et puis surtout nous expliquer finalement comment ils ont intégré l'intelligence artificielle dans leur offre de service. Antoine, tu commences ? Ok. Bonjour. Donc avec May, ce qu'on a fait, c'est un écosystème vivant d'agents d'IA qui vous aide à vous développer. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est quand moi je vais m'entraîner, j'ai besoin de m'entraîner sur des situations professionnelles. J'ai besoin, par exemple, monsieur s'il vous plaît, venez. Oui, je vous êtes mis au premier rang, fallait pas. Imaginez, vous voulez vous entraîner, d'accord? Vous entraînez face à un agent IA. Muriel, tu es un agent IA qui va jouer le rôle d'une cliente, d'un patient. Si vous êtes un médecin, elle va jouer le rôle d'un collègue si vous devez arrêter en situation de sécurité. Et pendant que tous les deux interagissent sur une situation professionnelle réelle, il y a vous, ce sont des agents, d'autres agents qui observent en coulisses et qui ont chacun une spécialité, qui vont regarder et qui vont faire un feedback en direct, qui vont vous dire, vous aider à progresser sur votre posture, sur vos compétences techniques. Et à la fin, quand vous avez fini cette simulation, vous avez encore d'autres agents qui ont une autre casquette, qui vont faire un débriefing, vous accompagner dans la construction de nouvelles compétences, vous mettre en relation avec les compétences qu'il y a déjà dans l'organisation, votre LMS par exemple, et vous accompagner comme ça. Donc on a des sparring partners, des coachs, des espèces de Dr House ultra spécialisés qui sont à votre service. Et d'habitude c'était plutôt niveau dirigeant, et là c'est comment on amplifie cette excellence et on la donne accessible à tous, dans des usines, dans des bureaux et dans des magasins, partout, à tout moment. Et merci Jérémy d'être venu. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Jérémy, s'il vous plaît? Merci. Léo. Bonjour à tous, Léo. Bon, pas facile de passer après une telle intro. Donc Léo, cofondateur de Yuzu, qui est aujourd'hui la première solution d'évaluation, de détection de compétences par la mise en situation gamifiée. Très simplement, cela veut dire que les collaborateurs, les talents ou les candidats, au lieu de répondre à des tests de personnalité ou des questionnaires qui peuvent être parfois un petit peu ennuyeux, pour ne pas dire autre chose, vont véritablement jouer à des jeux vidéo de dernière génération. Et pourquoi on s'intéresse à l'intelligence artificielle? Pour 3 volets chez Yuzu. Un, c'est l'accompagnement personnalisé des talents, des collaborateurs qui ont été évalués. C'est l'idée de leur mettre à disposition une sorte de mentor virtuel qui puisse répondre à toutes leurs interrogations, les guider également vers les formations ou les contenus à consulter pour progresser. Le deuxième cas d'usage, c'est celui de proposer à nos clients un assistant IA capable également de les aider dans la prise de décision, comprendre les résultats, réaliser des actions simples, envoyer une campagne d'email aux talents par exemple présélectionnés ou une campagne d'email vers des talents pour les guider vers la formation. Et le troisième volet, c'est chouette d'être à Vivatech d'ailleurs pour l'annoncer, c'est qu'on va sortir à la rentrée une nouvelle technologie Yuzu capable de générer des mises en situation gamifiées à partir de requêtes en langage naturel. C'est-à-dire qu'un client chez nous, par exemple de la restauration rapide, pourrait créer en quelques clics une mise en situation se déroulant dans un restaurant type fast-food et respectant toutes ses commandes, par exemple mettre en exergue la gestion du stress, valoriser l'empathie, et donc en une dizaine de minutes, on soit capable de générer une sorte de jeu vidéo qui réponde à tous ces codes. Donc ça va être une grande avancée pour nous et ce sera disponible à la rentrée. Donc c'est chouette de profiter de Vivatech pour partager tout ça. Et alors moi je vais apporter finalement ma perception en tant que participante de vos différentes simulations et pour dire que la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est finalement la fluidité
de l'interaction qu'elle propose, la richesse dans les échanges qui sont incroyables, la pertinence des feedbacks que l'on a derrière et qui fait qu'on vit une situation complètement immersive dans laquelle on ne peut être qu'authentique dans ses réactions et qui vient du coup encore plus augmenter la pertinence des résultats que l'on a derrière. Après, en tant qu'employeur et responsable formation, c'est aussi un formidable outil pour permettre un passage à l'échelle d'une façon facilitée, forcément, là où avant il fallait je ne sais combien de personnes pour créer les situations, les observer, ou c'était même les participants eux-mêmes, entre eux, qui faisaient la situation, donc autant dire que c'était pas du tout pertinent. Là, on est très facilité dans la mise à l'échelle. Pour compléter, chez PwC, cette année, on a lancé un nouveau portail formation qui intègre l'intelligence artificielle dans un agent. Cet agent, finalement, il connaît l'apprenant, il connaît son profil, il connaît son poste, il connaît son niveau de compétence, il connaît son besoin de développement, il connaît l'offre catalogue qu'on est capable de lui proposer, et l'apprenant va pouvoir dialoguer avec cet agent pour arriver à identifier la meilleure solution possible pour répondre à son besoin. Encore une fois, là l'enjeu c'est d'optimiser le temps d'apprentissage sur la ressource dont on a besoin au moment où on en a besoin, et derrière donc d'optimiser le temps passé sur ces ressources formation. In fine, tout ça, ça reste des outils que l'employeur met à disposition. On est très fiers d'ailleurs de les mettre à disposition, mais ces outils, c'est rien si on n'arrive pas à engager l'apprenant dessus et à faire en sorte que nos collaborateurs utilisent et consomment ces outils. Et c'est ma prochaine question où j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous constatez, vous, en termes d'engagement des apprenants par rapport à ces nouvelles solutions? Et on sort d'un talk qui parlait de la génération Z et du coup, justement par rapport à ces différentes natures ou profils d'apprenants, quels sont vos constats? Je ne sais pas qui veut commencer. Léo? Allez, j'enchaîne. On a régulièrement cette question chez nos clients pour ce que l'on fait côté Yuzu. Nous, on a deux métriques principales que l'on suit justement pour être très factuel. C'est premièrement le taux de complétion. Aujourd'hui, on est autour de 93%. Et on parle de tests, donc c'est parfois des processus qui peuvent être anxiogènes. Pour ce qui est des tests format questionnaire ou autre, dans certaines industries, on est plutôt autour de 50%. Donc on a ce premier élément qu'on aime mettre en avant, c'est que globalement, plus de 9 talents sur 10 qui vont réaliser un test Yuzu, où il y a notamment l'intelligence artificielle, vont aller au bout, ce qui est très élevé. Et deuxième, c'est le NPS, c'est un indicateur comme un autre, le Net Promoter Score, qui nous permet également de mettre en avant le niveau de satisfaction. Et là, de même, on est très au-dessus des standards de l'industrie, de l'assessment, de l'évaluation de compétences, puisqu'on est au-delà de 60 points, c'est un indicateur qui est sur 100, pardon. Et donc on aime bien, nous en général, mettre en avant ces deux métriques qui montrent à la fois que les talents vont au bout de parcours conçus avec de l'intelligence artificielle, mais en plus qu'ils y prennent du plaisir, et ça ressort via le NPS. Alors on a des chiffres et puis on a des retours. Alors les chiffres, je pense qu'ils sont pas... On a des très bons chiffres, on doit avoir, je crois que c'est 91% d'engagement volontaire de la part des apprenants, c'est-à-dire qu'ils y vont, ils jouent entre 2 et 5 fois chaque scénario qui sont proposés. Certains le font 30 fois chez PwC, c'est intéressant. Il y a du coup aucune barrière à l'entrée, on n'a pas vu de différence entre des niveaux culturels, des cultures différentes, parce qu'on l'a fait dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et il n'y a pas de différence entre les générations, parce que finalement, c'est pas tellement l'IA qui est importante, c'est le scénario pédagogique, comment on met les gens dedans. Parce que si vous êtes dans l'industrie et que vous avez besoin d'arrêter un collègue pour lui sauver la vie parce qu'il est en danger, et vous devez déployer une procédure HSE, et vos IA vont observer ça et vous aider. Vous oubliez que vous êtes avec une IA, vous êtes avec un collègue et vous le sauvez. Vous devez lui expliquer les règles et garder le lien avec lui. Si vous êtes face à un client, vous êtes embarqué parce que vous êtes un bon professionnel. Vous avez besoin d'incarner les valeurs d'une marque. Vous avez besoin d'expliquer les actifs cosmétiques, par exemple. Si vous êtes dans une banque, vous avez un client qui est mécontent, vous devez quand même l'écouter avec empathie. Donc on oublie l'IA et puis on est face à un client, on l'écoute à un humain et ça désinhibe. Parce qu'on a eu des gens qui nous ont dit « je déteste les mises en situation ». En fait, les gens rejouent, on a du coup
zéro blocage sur les mises en situation parce que vous n'êtes pas avec un collègue. Si je joue avec Muriel, je la connais, on va se regarder, on va rire, c'est pas facile. L'IA, elle a aucun sens de l'humour, c'est un client, il n'est pas content. Voilà, il est là, il vous aide et du coup, l'IA ne juge pas. Quand vous avez un feedback, c'est dans les centres d'appel avec qui on travaille, c'est comme les écoutes à franc, mais avec quelqu'un qui ne vous juge pas, qui dit c'est comme ça. Et les retours qu'on a, donc en plus, c'est des gens qui s'en servent après les formations parce qu'on donne des accès. Et vous avez un entretien important à faire, donc vous allez vous entraîner. Il nous dit c'est comme un simulateur de vol. On s'entraîne avant et on est prêt. On s'entraîne. Les pilotes s'entraînent, pourquoi pas nous, sur d'autres situations. Et ce que j'ai découvert, mais j'ai découvert ça chez vous, Muriel, c'est qu'il y a des gens qui sont au début des bons élèves. Alors ils font l'application. Hein. Je gère le client chiant. C'est pas du tout un sujet. Il n'y a pas de client chiant de chez PwC, excusez-moi. Je gère les clients difficiles. Et une fois qu'on était bons élèves, certains se mettent à jouer avec le système, à tester les limites, à essayer des trucs que jamais ils n'auraient eu le temps d'essayer en salle. Et ils nous disent, bon, on a essayé 30 fois des choses, on n'aurait jamais fait ça dans une vraie formation habituelle. Et enfin, il y a un bonus, c'est que j'apprécie quand nos clients mettent les gens face à des IA, mais avec d'autres humains en face qui font des retours fins. Et en fait, ce que ça développe une culture du feedback entre pairs. Parce que l'IA t'a dit un truc et moi je te dis autre chose et j'apprends à te le dire, à te dire comment tu peux progresser et à te dire que peut-être que l'IA qui a analysé s'est complètement planté parce que j'ai trouvé dans ta manière de faire de la chaleur, une posture, une écoute. Pour rebondir sur ce que tu disais, le point important et qu'on recherchait, nous, dans ces outils, c'est que vous voyez qu'on travaille ici les compétences dites soft skills. Et c'est bien les compétences qu'on a besoin de développer dans des entreprises comme les nôtres et qu'il est difficile de développer autrement que justement dans la pratique, dans la simulation, de s'évaluer là-dessus. C'est difficile de s'auto-évaluer. Et donc dans ce domaine et ce registre de compétences, ça a encore une valeur encore plus ajoutée que de pouvoir utiliser des outils comme ça. Maintenant, alors, on est à Vivatech et on est sur le monde du futur. Donc, allons-y, extrapolons. Quels sont les enjeux? Comment vous voyez évoluer vos outils dans un futur? Allez, j'y vais. Cette question, elle est très excitante. Moi, ce qui me stimule beaucoup et ce en quoi je crois concernant l'intelligence artificielle, c'est l'ultra-personnalisation. C'est là que ça prend tout son sens. C'est de vraiment être capable, mais sur tous les niveaux d'ailleurs, de créer à la fois, comme on l'a évoqué, par exemple pour mon cas, des mises en situation complètement adaptées alors à la fois au contexte de l'entreprise, mais aussi par exemple au contexte du collaborateur en question. Peut-être qu'on va pouvoir faire monter ou descendre les curseurs de stress par exemple au sein d'une même mise en situation, parce que l'IA aura compris que le collaborateur est par exemple en difficulté. Donc il y a une notion d'ultra-personnalisation qu'on peut aussi relier à l'autonomie, qui est très intéressante. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait beaucoup raisonné en termes d'algorithmie. On a identifié un problème, on va coder pour résoudre ce problème, mais si on sort de ce cadre, le logiciel ne va pas pouvoir le faire ou va nous mettre un message d'erreur. Désormais, on va donner de l'autonomie à des logiciels intelligents. C'est là que le mot d'ailleurs intelligence prend tout son sens. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très excitant. Cette ultra-personnalisation capable d'accompagner au mieux les collaborateurs, de leur entrée dans l'entreprise, même parfois dans leur processus de sélection, jusqu'à finalement toutes les étapes de leur carrière. Et ça passe notamment par la formation. Donc on va être capable de massifier la personnalisation. Ça, je trouve ça juste génial. C'est une super idée. Et je te rejoins là-dessus. Nous, ce qu'on va développer, c'est un peu ça. On a envie d'aller sur cette personnalisation. Mais moi, mon rêve, ce serait vraiment de déplacer le terrain de l'information. C'est-à-dire que, imaginez qu'on puisse finalement avoir une IA qui, en situation de travail, un peu comme un coach invisible qui est là, un Jiminy Cricket, et qui va regarder en fait ce qui est en train de s'apprendre pendant que vous êtes en train de travailler, ce qui est en train de s'apprendre, ce qui a besoin d'être consolidé, ce sur quoi vous avez besoin peut-être d'un feedback parce que vous êtes en train d'apprendre des trucs, mais vous avez peut-être besoin de savoir quelles sont ces compétences que vous êtes en train de faire. Comme si vous aviez un bilan de compétences permanent en fait, et qui trace ça. Et ça permettrait idéalement de passer d'une logique d'événement à une logique d'environnement dans l'apprentissage. C'est-à-dire de passer d'une formation qui est prévue sur 2 jours, par exemple, qui est prescrite, à une logique de développement continu des compétences. Et pour moi, l'idéal, ce serait ça, c'est-à-dire de se dire qu'une IA qui permettrait de transformer chaque moment de travail en moment qui nous permettrait, si on le souhaite, d'évoluer et d'apprendre autre chose.
Ben, moi, j'achète, si c'est ça. Ça n'existe pas encore. Ça serait trop fort. On n'y est pas encore, non, je crois. Alors, bon, ok, on a été tous là très enthousiastes, très positifs finalement. Mais est-ce que vous avez rencontré des obstacles, des barrières, des freins dans ce déploiement de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que ce n'est que tout rose? Vas-y Antoine, je te laisse commencer sur les obstacles. Oh, c'est pas rose, mais... oui, alors au début, moi c'était avant de comprendre. Quelqu'un m'a expliqué les agents et ça a changé ma vie. Au début, on essayait de faire, vous savez, l'avatar ultime, qui est tellement chiant. Vous savez, celui qui est coach, là, qui essaye, qui dit « Ah, ça va ?» et puis qui va te poser des questions. Et quelqu'un m'a dit, en fait, des agents IA, ils bossent ensemble et ils sont tous très très forts, mais très bêtes. Et alors, je sais pas, mais ça fait une espèce de clic. Du coup, on s'est dit, on va faire une équipe. Du coup, vous avez dans l'équipe, c'est un peu l'agence Tourisque. Pardon, ça pose une génération. Mais en gros, vous avez des spécialistes. Vous avez quelqu'un qui est là pour incarner le personnage. Et puis, vous avez un autre qui va aider. Et puis, vous avez un autre qui a le savoir. Et puis, l'autre qui va avoir le lien avec les collègues, etc. Et au lieu d'essayer de faire une super IA qui est une usine à gaz qui va partir dans tous les sens, vous mettez du coup aussi les bons outils. Parce que j'ai besoin de parler avec une IA qui peut halluciner. Mais dans l'analyse qui se passe, ben, j'ai peut-être besoin de juste d'un machine learning très très bête qui va mettre les bons contenus en face de ce que j'ai dit. Et j'ai pas besoin du coup de consommer énormément de ressources là-dessus. Donc on met... Et voilà, c'est ce truc-là. Et du coup qui a ouvert aussi la porte à d'autres choses. On a parlé d'avocats d'affaires, de médecins. En fait, on peut plugger du coup les IA de nos clients. Donc je parlais de Dr House, mais c'est vraiment ça. Même en droit, il y a des IA qui sont très bien faites. Et donc vous discutez, nous on sait faire ça, vous discutez avec un patient. Et puis il y a une IA qui s'appelle, c'est du machine learning, qui s'appelle Posos. Donc nous on a Dr House qui vérifie si vous posez les bonnes questions. Et puis il y a une IA qui vérifie si vous avez fait le bon diagnostic. Et puis on plug celle de l'hôpital qui vérifie l'antériorité quand vous vous entraînez. Et qui vérifie si dans la posologie, vous avez bien repéré que cette personne était diabétique. Et qu'il ne fallait pas lui proposer d'acide acélique, salicylate, etc., que je ne connais pas à 150 grammes, mais à 200 grammes. Et qu'il va falloir faire attention à l'observance de la médication parce que cette personne est seule. Voilà, du coup, plutôt que de penser à faire le truc parfait, on peut combiner comme ça, et du coup, on peut aussi évoluer avec la technologie. Quand il y aura de nouveaux avatars, de nouvelles choses, de nouvelles analyses, on pourra évoluer. Et c'est plutôt, on dit à nos clients, voilà ce qu'on fait, et vous, quels sont vos besoins? Et eux viennent avec leurs besoins et se disent, tiens, nous, on a besoin d'évoluer là-dessus. Et on peut le faire. Donc ça, c'est chouette. Nous, de nos côtés, le principal challenge était lié, je pense, à l'exigence de notre secteur. On est dans les ressources humaines, donc on impacte directement les carrières, les parcours des collaborateurs. Et donc, on a une exigence certaine. On ne peut pas se permettre d'avoir d'hallucinations, comme l'évoquait Antoine, comme quand vous parlez avec ChatGPT ou n'importe quel LLM et vous avez une réponse complètement hors sol. On peut difficilement se permettre ça dans le parcours, dans l'accompagnement des collaborateurs. Et donc, il y a une exigence qui est maximale et de la nécessité donc d'avoir une qualité de données pour entraîner nos IA qui soit parfaite. Donc ça, c'est une vraie difficulté. On a en plus, mais c'est une chance en Europe, une protection forte sur la qualité des données privées, puisque vous regarderez les CGU d'un ChatGPT avec qui vous communiquez sûrement régulièrement, mais malheureusement, ils utilisent, c'est marqué noir sur blanc, vos données privées pour entraîner leur modèle. Nous en Europe, on n'est pas dans cette dynamique-là. Nous, on se l'a interdit en tout cas chez Yuzu, mais on a la chance d'avoir par contre à disposition des données très qualitatives directement données par l'État. On peut parler du ROM 4.0, de tous les référentiels que nous mettent à disposition par exemple France Travail. Et donc ça a été le premier challenge, entraîner des IA qui n'hallucinent pas avec des données de qualité, sans déroger aux règles de prise en compte des données privées de nos clients. Elles doivent rester la propriété de nos clients. Donc ça, pour nous, ça a été le principal challenge, s'assurer qu'il n'y ait pas d'hallucination. On peut pas se le permettre. Et vous avez eu le cas de collaborateurs qui finalement critiquent les résultats ou ne sont pas d'accord avec les résultats? Ça arrive? Oui, on l'avait avant d'utiliser l'IA, donc il n'y a pas forcément eu beaucoup d'évolution là-dessus. Je dirais peut-être même qu'il y en a moins depuis qu'on utilise l'intelligence artificielle. Ok, donc plus pertinent. Alors maintenant, j'ai envie de vous entendre, vous, de savoir si ça a évoqué des questions dans la salle. Non, c'est un sujet... Vous êtes venu pour les bancs? Oui, d'abord, merci pour la présentation.
Je me demandais si vous pouviez nous exprimer des métiers précis ou des cas d'action précis sur lesquels vous étiez intervenu pour faire évoluer les compétences sur l'intelligence artificielle. Eh bien, métier, centre d'appel. On a énormément de personnes qui doivent appeler des gens, qui doivent recevoir des appels de personnes qui sont pressées, contents, pas contents, qui ont un blocage technique. Et pas forcément, donc à la fois des gens qui font que des centres d'appel, mais des banques, des assurances, des acteurs de l'énergie. Vous savez, allô, j'ai bloqué mon compte, j'ai plus accès à ceci, cela. Et qui doivent gérer tout ça. Et qui ont énormément de règles à appliquer, de compliance. Donc il y a ça. Dans l'industrie, on est sur la fameuse top card qui est utilisée dans des industries énergétiques. C'est comment j'interromps, je protège quelqu'un et je le fais avec différents niveaux. Avec un prestataire, je ne suis pas son manager, avec un collègue, un vieux de la vieille, et moi je suis tout nouveau, un intérimaire qui ne connaît pas les règles et qui est de bonne foi, quelqu'un qui a l'habitude de faire mal et qui est sympa, ou quelqu'un qui est dur, etc. Et comment je comprends les enjeux techniques, comment je sais expliquer les choses, et comment finalement on peut, au lieu de faire la journée sensibilisation une fois par an, comment on peut le faire, mais à tout moment, faire des quarts d'heure sécurité, au lieu de l'expliquer, de le vivre. Voilà, donc là on est vraiment, ça me tient à cœur, parce que c'est la sécurité des personnes, la sûreté également, et enfin, l'autre sujet, c'est, je découvre en ce moment les actifs cosmétiques et les routines beauté. C'est comment je porte l'excellence d'une relation client dans une boutique. Comment, en tant que manager, je sais faire gérer à mon équipe la pression sans la leur transmettre. Comment j'ai cette réciprocité. Comment je gère des clients qui sont pressés et je les oriente bien. Et comment ces fameux principes actifs, techniquement, je sais donner les bons, je sais les expliquer, je sais expliquer les parcours d'une routine beauté. Alors voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me questionner après. Hein. Je suis vraiment très très bon là-dessus. Et tout ça dans la relation. Donc pour l'instant, c'est les trois choses sur lesquelles on a vraiment des déploiements. Et c'est des déploiements, on le faisait avant avec d'autres outils. Et on est plutôt sur des volumes de 2000, 14 000. Et là, on a un POC pour plutôt des téléopérateurs qui sont très 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 nombreux. Mais c'est ça, c'est aussi le faire. On peut le faire à la caisse. On peut le faire pas entre deux chariots, c'est dangereux, mais on le fait à un arrêt, à une pause déjeuner, on le fait tout le temps. Et les gens rejouent, les gens aiment ça, les gens aiment se confronter à Norbert qui est tellement chiant parce qu'il ne met pas son casque. Voilà, il y a ça. Donc voilà, c'est ce qui nous meut. Excellente question, puisque la réponse est souvent surprenante. Je vais aller dans le sens d'Antoine. Quand tu évoquais les opérateurs d'appel, on associe souvent l'intelligence artificielle à des métiers très qualifiés, à des personnes technophiles. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on constate sur le terrain que ce sont plutôt, au contraire, les métiers sans qualification requise qui en bénéficient le plus. Ça rejoint ce qu'évoquait Muriel aussi sur les soft skills qui sont de plus en plus prépondérants dans nos organisations. Et de manière très concrète, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec nos outils dopés à l'intelligence artificielle, on va être en mesure d'accompagner, par exemple, tous les facteurs de France vers la mobilité interne, vers des postes de manager de proximité. J'évoquais les équipiers dans la restauration rapide. On a aussi des postes dans le retail qui sont ciblés par nos outils. Parce que c'est des métiers où on a besoin d'être entraîné, comme tout le monde. On a besoin d'avoir des savoir-être développés. Et ce qu'il y a de génial avec l'IA, c'est que ces métiers sur lesquels les entreprises investissaient peut-être un petit peu moins, puisque ce sont des métiers à rémunération plus basse, et bien demain auront des outils à disposition pour être entraînés, encore une fois, de manière ultra personnalisée. Donc c'est une très bonne question. Moi, je constate sur le terrain aujourd'hui que c'est presque plutôt dans les dispositifs de formation ou de recrutement, les métiers, je dirais, peu qualifiés aujourd'hui, qui bénéficient beaucoup d'outils enrichis à l'intelligence artificielle. Et je voulais rajouter, c'est un peu soigner le mal par le mal. J'ai entendu, ça vient pas de moi, mais j'ai entendu justement un de nos clients que je suis allé voir et applaudir en conférence. Et il disait qu'en fait, maintenant qu'il y a des chatbots IA, vous êtes déjà fait appeler par des gens qui disent « Bonjour, j'ai une excellente nouvelle pour vous ». En fait, c'est une voix enregistrée. Finalement, la conversation avec un vrai humain dans un centre d'appel va devenir un moment où le client en a tellement marre de tout ça qu'il a besoin, c'est un moment stratégique dans la relation client. Donc il a besoin d'avoir quelqu'un qui est super en face. Et que du coup, pour être très très bon avec les clients qui ont ce rare moment d'avoir un humain en face, si on a ce déploiement d'IA à côté, il faut les entraîner, il faut qu'ils puissent être eux-mêmes excellents, irréprochables quand ils ont un client. Voilà. Une autre question? Non?
Alors moi, j'ai juste envie, pour clôturer le talk, que vous répondiez à la question, chacun, révolution ou évolution? Eh bien, je vais faire une réponse de Normand, un petit peu des deux. Pour moi, on est dans une dynamique d'évolution, dans le sens où l'humain est au centre toujours de nos processus et va le rester, doit le rester. Mais il y a quand même une petite notion de révolution derrière tout ça. On n'a pas connu, je pense, d'outils aujourd'hui aussi impactants depuis l'avènement d'Internet dans nos vies. Il suffit de voir les cas d'usage aujourd'hui. Moi, je ne recherche quasiment plus rien sur Google. Je prends l'habitude de toujours échanger avec mon assistant IA. Alors, bon, c'est ChatGPT, mais ça pourrait être un autre. Et donc, on est quand même ici en présence, à mon sens, d'une révolution. Donc, je suis désolé, je ne vais pas faire avancer le débat. Je vais répondre un petit peu des deux. Mais effectivement, l'humain doit rester au cœur, mais on est vraiment sur une techno qui est bouleversante. Eh bien, Léo, pour moi, c'est une révolution. Oui, pour moi, c'est une révolution parce qu'une évolution, c'est de booster des choses avec de l'IA. Mais pour moi, c'est une révolution dans le sens où elle redéfinit, elle transforme la notion de comment je suis compétent à la fois dans la forme et le fond. C'est-à-dire qu'elle elle transforme la manière dont je me développe et elle redéfinit la notion de compétence. C'est-à-dire, on l'a vu, là, on a donné des exemples, la manière dont je me développe, c'est à tout moment, de manière intense, en situation de travail, en ayant accès à toutes les informations possibles. Ça transforme aussi la manière de la posture de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ingurgiter un savoir, mais on est là pour pouvoir tester. Vous savez, on s'entraîne, on échoue mieux, et puis finalement on progresse. Donc ça change ça un peu comme pour devenir virtuose, il faut des milliers d'heures. Là, l'IA permet de concentrer la capacité à s'entraîner, à avoir des feedbacks et à recommencer dans le plaisir. Donc ça permet ça. Mais surtout sur le fond, la grande transformation pour moi, c'est, et je me pose la question avec mes propres enfants, j'ai mon fils qui passait son bac de français hier, c'est sur c'est quoi être compétent. Et pour moi, il y a une bascule qui se fait, c'est que c'est pas accumuler un savoir. Parce que si on dit, j'exagère, que l'IA c'est presque tout, ça veut dire que l'IA a toutes les réponses à un moment. Si l'IA a toutes les réponses, ma compétence, c'est de savoir poser la bonne question et qu'est-ce que je fais de ces réponses. Donc ça veut dire, dans ma vraie vie, de savoir écouter vraiment quelqu'un, de savoir discerner un besoin, dans un océan d'options, de savoir prendre les bonnes, de savoir avoir des alternatives, de savoir les expliquer à quelqu'un d'autre, de savoir à un moment arrêter une décision et tenir le cap, et de savoir incarner une posture. Et tout ça, alors paradoxalement, je disais encore, désolé du terme, soigner le mal par le mal, c'est que l'IA peut nous apprendre en nous entraînant là-dessus et passer d'un système où on forme à un système où on fait grandir les gens. Et parce qu'on fonctionne de manière très différente. L'IA ne se trompe jamais, nous on se trompe, et c'est en trébuchant qu'on progresse et qu'on apprend. Donc je crois vraiment à ça. Et moi, j'aurais envie de dire évolution, parce que ça reste un outil, malgré tout. Mais finalement, c'est un outil qui a un impact beaucoup plus fort que mon simple domaine de gestion des compétences et du développement. Et c'est en ça, peut-être, que c'est une révolution. Et ça fait la transition, certainement, avec le talk qui suit et qui parle de l'évolution du travail dans le monde du futur. Donc, restez avec nous. Il est justement à 15h45 et pas 16h. Donc, très bientôt. Merci à tous pour votre participation et présence. Et nous restons là si vous avez encore des questions. Au revoir. Merci à tous.